Bonjour à tous. D'abord 2 mots sur moi. Je fais partie de l'équipe de direction de Google en Europe. Je m'occupe effectivement de toutes nos plateformes publicitaires d'un point de vue stratégie, opération, commercialisation. Et j'ai aussi la responsabilité du business DoubleClick, qui est notre offre programmatique, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent probablement. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en 20 minutes, c'est jamais facile. D'ailleurs, je regarde ma montre parce qu'il n'y a pas de timer. Ah si, j'ai un timer. C'est vous donner un peu une perspective générale sur comment Google approche cette question de big data, de transformation par la donnée, de ce qui est en train de se passer, en commençant à un niveau assez stratosphérique et en essayant d'ébaucher quelques implications pour toute organisation qui se pose cette question, qu'est-ce que c'est que la transformation numérique pour moi? Donc en commençant simplement par cette question, qu'est-ce qu'on entend d'abord par transformation numérique? C'est à la mode, hein, ça prend plusieurs termes, il y en a qui appellent ça l'ubérisation, il y a d'autres mots qui circulent. Fondamentalement, qu'est-ce qui est en train de se passer? À un niveau très fondamental. Et de fait, quelles sont les implications et pourquoi est-ce que ça s'applique à tous les secteurs d'activité et que c'est quelque chose qui est en train de déborder le secteur naturel du numérique dans lequel il s'est cantonné depuis 5-10 ans. À un niveau très fondamental, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement la notion d'information partout, à un coût marginal de production, d'exploitation, de traitement qui tend vers zéro. C'est aussi simple que ça. En d'autres termes, il y a un volume d'informations qui auparavant était impossible à collecter, impossible à capturer, impossible à exploiter, une information latente, et je préfère utiliser d'ailleurs le mot information que le mot données, parce que le données sous-entend une notion de données brutes, alors qu'information, par définition, ça a de la valeur, et qui tout à coup est capturable, exploitable, et qui permet potentiellement de bouleverser des secteurs, des modèles économiques et même le fonctionnement des organisations. Et quand on regarde tous les grands succès du web, à commencer par Google, et ceux qui sont venus ensuite, il y a toujours derrière cette notion-là. La mise en avant d'informations qui n'étaient pas disponibles avant. Nous, on a commencé par simplement exploiter, indexer le web et mettre en lumière tout ce qu'il y avait sur le web. Mais si vous regardez aujourd'hui les grands succès du moment, ceux dont on parle tous, y compris le fameux Uber, qui crée tant d'animations dans notre belle ville, derrière, il y a cette notion qu'ils sont capables d'exploiter et de mettre en avant une information qui n'existait pas avant. Dans leur cas, c'est simplement l'information sur l'offre et la demande de transport de personnes. C'est la même chose pour Blablacar. Ce qu'a fait Airbnb, c'est simplement mettre en lumière et être capable d'exploiter une capacité latente d'hébergement qui n'était pas exploitable avant. Et derrière tous les grands business models du web, il y a ça. Exploiter le fait qu'il y a une information sous-jacente qu'on ne pouvait pas exploiter et qui tout à coup le devient. Et c'est fondamental parce que énormément de secteurs économiques, énormément de business models, énormément d'entreprises se sont appuyées dans le passé sur le fait qu'elles avaient un avantage d'information. Il y avait une asymétrie d'information, elles avaient une information que d'autres n'avaient pas, l'information était imparfaite, et c'était là-dessus qu'ils généraient leur rente économique. Et en particulier, quand on nous pose souvent la question, parce que beaucoup de grandes entreprises françaises viennent voir Google et disent « mais aidez-nous dans notre transformation numérique, aidez-nous à réfléchir à ce qui est en train de se passer », au niveau le plus fondamental, ce qu'on les encourage à faire dans leur réflexion prospective, c'est simplement se poser cette question-là. D'abord, réfléchissez aujourd'hui dans votre activité, dans votre business model, dans votre marché, dans la façon dont vous fonctionnez. Ce qui aujourd'hui est dépendant du fait qu'il y a une asymétrie d'information. Vous avez un avantage informationnel, quelque part, par rapport à vos clients, par rapport à vos concurrents, par rapport à vos fournisseurs. Et posez-vous ensuite la question, qu'est-ce qui se passerait si vous perdiez cet avantage informationnel, si vous étiez dans un environnement d'information parfaite? Parce que quelque part, les secteurs qui sont en train de se faire disrupter, même si le mot n'est pas très français, c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Tout à coup, il y a une information qui n'existait pas avant qui devient disponible. Et ce qui est intéressant, quelque part, l'événement particulièrement changé qui fait qu'on rentre vraiment dans une deuxième phase du web et qui a mis en lumière une information qui était beaucoup plus difficile à exploiter avant, ça a été l'apparition du smartphone. Parce que le smartphone, au-delà des statistiques qui ont déjà été présentées par Facebook, que je ne répéterai pas, qui sont tout à fait exactes sur son taux d'usage, ça crée une relation et un lien entre le monde physique et le monde du web. Grâce au smartphone, on met en avant une information sur le monde physique qu'on n'arrivait pas à capturer avant. Là encore, je reviens à l'exemple d'Uber et des autres. Ils exploitent avant tout une information qui était difficile d'exploiter avant, qui était la géolocalisation, grâce au smartphone. Tout à coup, on sait où sont les gens, on sait où est l'offre de transport, on sait où est l'offre d'hébergement. Le fait que les gens sortent 150 fois par jour leur smartphone dans leur poche pour réaliser des activités du quotidien fait qu'il y a un entrelacement entre le web et le monde physique qui existe depuis quelques années et qui a mis en avant ces nouveaux business models. C'est pour ça que le smartphone est fondamental, parce qu'il a mis le web dans le monde physique quelque part. Alors qu'avant, le web, c'était quelque chose qui était sur son bureau, on passait 2 heures par jour pour le faire, et ça se cantonnait là. C'est pour ça que vous entendez Google et Facebook et les autres répéter en permanence, le mobile c'est fondamental, le mobile c'est en train de tout changer. C'est parce que ça a entrelacé le monde physique et le monde du web d'une façon absolument extraordinaire et très rapide. Et l'autre élément, c'est que ce n'est que le début.
de cet enlaçage entre le monde physique et le monde réel et la mise en avant de l'information, du fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets. Alors aujourd'hui, l'Internet des objets, la façon dont ça se manifeste, c'est plutôt du gadget. La brosse à dents connectée, le frigidaire connecté, etc. Mais là encore, il faut se poser la question. Imaginez un processus industriel où toutes les machines et tous les objets impliqués dans ce processus industriel émettent et collectent de l'information et collaborent entre eux. Conjugué avec les progrès qu'on voit en ce moment en termes de robotique et d'intelligence artificielle. Là encore, les processus dans énormément de secteurs vont être complètement bouleversés par ça. De la même manière, imaginez tous les objets de votre quotidien qui collectent et qui émettent de l'information. Révolutionnaire aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'en est qu'au début de cette notion de transformation numérique qui déjà suscite beaucoup d'inquiétudes, mais qui n'en est in fine probablement qu'à 5% d'un processus qui va être beaucoup plus long. Donc tout ce que j'ai dit à présent, c'est prospectif, c'est du long terme, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Quelles sont les premières dimensions sur lesquelles on voit cette révolution de la donnée procéder aujourd'hui? Quelque part, si on est responsable d'une entreprise, quels sont les métiers les plus bouleversés, quels sont les métiers les plus affectés, quelles sont les questions qu'il faut se poser? Alors, de notre point de vue, et quelque part, c'est le principal sujet de conversation qu'on a aujourd'hui avec la plupart des grandes marques françaises, des grandes groupes françaises, c'est la première fonction, le premier métier de l'entreprise qui est profondément transformé par cette révolution du données, c'est la fonction commerciale au sens large, le marketing et les ventes. C'est pour ça qu'on entend beaucoup dire, beaucoup d'articles. Là, on a fait une petite photo, je crois, de la Harvard Business Review. On n'est plus Chief Marketing Officer, on n'est plus Chief Sales Officer, on est une sorte de Chief Technologist, quoi qu'il arrive. Et cette fonction qui, dans le passé, s'appuyait beaucoup sur des données très imparfaites, avec peu d'informations, avec beaucoup de paris, parfois de l'intuition, de plus en plus s'appuie sur énormément de données. Donc, quelque part, probablement le premier métier qu'une entreprise doit envisager de transformer si elle travaille sur la rupture numérique dans son contexte, c'est la fonction commerciale. Et pourquoi est-ce que la fonction commerciale est celle qui se transforme en premier? Probablement parce que, et ça a été illustré là encore dans les deux précédentes présentations, parce que les données disponibles et exploitables d'un point de vue marketing et commercial sont en train de se démultiplier depuis quelques années. On a une bien meilleure capacité à comprendre à quels médias sont exposés les consommateurs, comment ils réagissent à un signal marketing, comment ils réagissent à une campagne publicitaire, comment cela impacte leur comportement d'achat, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et on est capable de comprendre ces données de façon beaucoup plus fine qu'on n'a jamais été capable. Qui plus est, on est capable, et quelque part Aurore l'a démontré aussi, d'intégrer des données marketing amont, c'est-à-dire sur ces campagnes marketing, avec des données de CRM sur ses clients existants. On est capable de mettre en relation ce qu'on sait de ses prospects, ce qu'on sait de son audience, avec ce qu'on sait de ses clients existants. Aujourd'hui, en tout cas de ce que je peux loin de voir, en particulier du fait de mes responsabilités double-clic, puisque c'est quelque part les solutions techniques qu'on vend derrière, c'est un des sujets principaux dont on discute avec les grands groupes français, c'est comment intégrer toutes ces données commerciales, CRM, marketing, médias, pour avoir un marketing beaucoup plus fin et beaucoup plus basé sur la donnée. C'est la révolution actuelle. Et donc, quelque part, j'ai envie de continuer le suite de ma présentation pour dire, mais qu'est-ce qui, de notre point de vue et de ce qu'on peut voir, va caractériser les entreprises qui risquent de réussir dans ce contexte? Quelles sont les nouvelles évolutions dans le comportement marketing, aussi quelles sont les choses qui sont impératives pour réussir d'un point de vue commercial dans ce nouvel environnement? Je dirais la première chose, et celle-là encore, ça a été de façon intéressante évoqué par Aurore du point de vue d'un éditeur, d'un acteur des médias, c'est de partir en s'assurant d'abord qu'on est capable de mesurer et de comprendre ses clients et son audience de façon correcte. Multi-écran, multi-terminal, qu'on est capable de matcher ces données marketing et ces données CRM, qu'on est capable de comprendre l'interaction entre ce qui se passe sur le web et ce qui se passe dans le monde physique, dans ses points de vente physiques, et de créer cette vision unique de son client et de son prospect. Extrêmement complexe techniquement, mais c'est un impératif absolu. L'essentiel des systèmes sur lesquels s'appuient les entreprises d'un point de vue web aujourd'hui sont un peu dépassés. Ils ont été créés pour un monde qui est un peu articulé autour de cette notion du e-commerce, le fait que les consommateurs vont sur le web sur un PC, qu'ils y passent 2 heures et puis qu'ils s'en vont et que c'est détaché du réel. Aujourd'hui, on a un consommateur qui change de terminal 25 fois par jour entre son smartphone, son PC, son laptop, sa tablette. Il va dans une boutique. Dans certains cas, on peut le savoir parce qu'il accepte de partager ses données de localisation. Comment est-ce qu'on crée une vision unique de son comportement? Premier impératif. Et objectivement, peu d'entreprises parviennent à faire ça correctement aujourd'hui. On en voit quelques-unes, mais c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est le premier impératif.
Le deuxième impératif de notre point de vue, souvent le plus difficile d'ailleurs à la rigueur, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, c'est que pour que les entreprises réussissent dans cet environnement, il faut qu'elles s'organisent en conséquence. Et en particulier, il faut qu'on arrête les départements, les directions du numérique, les directions du digital et les chief digital officers qui sont dans un petit coin, qui essayent de changer les choses pendant que le reste de l'organisation ne bouge pas. Vu la façon dont évolue l'économie, les secteurs du fait de ce que je viens de dire, quelque part, il faut que le numérique soit entrelacé dans tout ce que fait l'organisation. Isoler le digital dans un coin avec son e-commerce, son marketing online, son responsable du directeur online et laisser le reste se débrouiller tout seul, ça ne marche pas. Et c'est très difficile. Ça suppose une transformation des organisations qui est assez profonde. Ça suppose que les gens acceptent de partager leurs données. Et c'est souvent ça qui bloque le plus les organisations. C'est d'être capable de faire ce switch mental où par défaut, tout le monde réfléchit, là encore, dans un environnement où à terme, l'information est parfaite et elle est partout et comment l'exploiter. Donc c'est la deuxième chose sur laquelle je vous encourage à réfléchir si vous êtes responsable d'une organisation, c'est comment est-ce que je m'organise autour de ça et comment j'évite de mettre le online dans un coin. Quel réflexe naturel, comme tout phénomène émergent, on commence par créer une équipe dédiée à un phénomène émergent, on y met des spécialistes et puis on espère qu'ils vont réussir à régler le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'online, ce n'est pas juste un canal de vente qui représente 5% des ventes comme pouvait l'être e-commerce il y a 10 ans, ça impacte tout ce qui se passe dans l'entreprise et tous les métiers. Et c'est ça qui rend la transformation numérique difficile et c'est pour ça qu'on en parle tant dans la presse. La deuxième chose que je mettrai en avant, en termes de réflexion commerciale, c'est que préalablement, le marketing a été essentiellement basé sur des notions de ciblage d'audience, de profil d'internautes, de préférence, mais ne s'appuyait assez peu sur le contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de savoir à peu près quel est le profil sociodémographique de notre cible d'audience, quel est le genre de contenu qu'ils consomment, on est aussi capable de savoir dans quel contexte ils se trouvent à ce moment-là. Et d'exploiter des données de contexte inattendues, de localisation, de l'environnement immédiat auquel ils se trouvent. Je vais vous donner un exemple du genre de choses assez sophistiquées qui se fait aujourd'hui, pour illustrer mon propos sur l'importance du contexte et pourquoi ça va être une des révolutions majeures en termes de marketing. Il y a une chaîne d'hôtels dont je ne citerai pas le nom, qui aujourd'hui a intégré dans l'organisation et l'optimisation de ses campagnes marketing online des données météorologiques, des données de fill rates sur le remplissage des avions, des données même de news pour surveiller les grèves potentielles, entre autres pour identifier les situations où certains aéroports peuvent potentiellement se retrouver fermés et bloqués, où on peut se retrouver dans une situation où dans un coin on a tout à coup des milliers de personnes qui cherchent une chambre d'hôtel. Et ils intègrent ces données-là pour pouvoir, de façon quasi automatique, initier des campagnes marketing pour cibler précisément les gens qui vont se retrouver coincés dans l'aéroport, qui n'ont pas d'hôtel pour dormir, et dont la première réaction va être de sortir leur smartphone pour essayer de trouver une chambre d'hôtel à tout prix. C'est un exemple parmi d'autres. Mais c'est pour vous donner une idée du potentiel d'exploitation de données qui ne paraîtraient pas intuitives, mais où on mixe de la météo, du news, etc., pour faire du marketing extrêmement fin, contextuel. Donc c'est ça que j'entends par contexte. C'est que ça va au-delà simplement de comprendre ce que fait son consommateur et qui il est et ce qu'il consomme, mais aussi où est-ce qu'il se trouve, quel est son environnement immédiat et en quoi ça peut changer son comportement. C'est de notre point de vue les approches marketing les plus pointues qu'on puisse observer aujourd'hui. Je vous encourage aussi à réfléchir à cette notion de contexte dans votre métier. Qu'est-ce que le contexte peut apporter à vos activités marketing? Dernière chose auquel je vous invite à réfléchir, dans ce contexte-ci, qui pour nous est fondamental, et là encore, de notre point de vue, les meilleures organisations commerciales sont en train de prendre ce pli, c'est qu'avec tout ce que je viens de dire, la notion d'utilité dans le marketing devient d'autant plus importante. C'est-à-dire que le compromis avec les consommateurs, du fait qu'on utilise beaucoup de données pour faire du marketing, qu'il est plus fin, qu'il est plus contextuel, qu'il est plus pertinent, que ce n'est pas simplement un broadcast assez brutal et indifférencié, c'est qu'en contrepartie, il faut qu'il soit utile. Donc, on le voit même dans les données de notre plateforme publicitaire, la tolérance des internautes et des consommateurs à une activité marketing mal ciblée, mal pertinente, peu pertinente, pushy et quelque part vraiment un peu brutale, est en train de baisser. Les gens ont une tolérance à la pub bête et méchante qui est en train de s'écrouler. Donc c'est une autre dimension fondamentale dont il faut se poser la question, c'est que les marketeurs ont des données et de l'information à leur disposition qu'ils n'ont jamais eu pour faire un marketing qui est remarquable par sa pertinence, son ciblage, son efficacité. Mais en contrepartie, il faut se poser la question de la valeur que ça apporte.
Et ce n'est pas simplement, entre guillemets, pour rendre le marketing plus éthique et plus sain, c'est aussi parce que le niveau de tolérance des consommateurs est en train de s'écrouler, et en plus, les formats marketing aujourd'hui leur permettent d'éviter la pub. Beaucoup de formats skippable. Je ne rentrerai même pas dans le sujet des ad blockers, qui, entre parenthèses, est un symptôme du problème que je viens de décrire. Donc, quelque part, la collectivité, la communauté marketing a une responsabilité de ce point de vue-là. Et c'est dans son intérêt business aussi. Voilà. Donc, si je devais résumer, ce que je voulais laisser aujourd'hui avec vous, c'est quelque part, à un niveau très macro, ce qui est en train de se passer, c'est l'ubiquité de l'information avec un coût qui s'écroule. Et c'est une révolution profonde et que ça n'affecte pas simplement les secteurs facilement numérisables, ça affectera à terme tous les secteurs et tous les métiers de l'entreprise. Première chose. Et que c'est un processus qui va continuer sur 10-15 ans. Des situations de crise à la Uber, on n'a pas fini d'en voir dans d'autres secteurs, parce qu'on aura des disrupteurs qui viendront avec des modèles fondamentalement différents et qui remettront en cause tout un tas de choses, des cadres législatifs, des cadres sociaux auxquels on est habitué. La deuxième chose, c'est que de notre point de vue, le premier métier qui est en train de se faire transformer, on le voit aujourd'hui, c'est le métier commercial, marketing et vente, révolutionné par le mobile en particulier, par l'accès à énormément de données qu'on ne pouvait pas exploiter avant, qui permet de faire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus contextuelles, mais qui, en contrepartie, exige là encore de transformer son organisation interne, de savoir exploiter toutes ces données, et finir aussi sur cette notion de marketing utile qui est fondamentale. Voilà, j'espère que ça aura été utile. Au revoir.